Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mon nom c'est Loïs Crémier, pronom il, yel à tous accords. My name is Loïs Crémier, I use they, them pronouns, any conjugation, because in French we also like gender everything, even the words that are not pronouns. First, some housekeeping, d'abord un peu la poutine. N'hésitez pas à consulter le programme ou le site web du sommet si vous avez besoin d'informations sur les guidelines pour assurer un milieu sain et respectueux pendant toute la durée du sommet. Puis si vous avez besoin d'assistance ou d'aide, si vous ressentez un malaise à tout point de la discussion parce qu'on va toucher des enjeux sensibles, il y a des ressources aussi qui sont indiquées dans le programme. Donc n'hésitez pas à tout moment aussi, si vous avez besoin de vous lever, de bouger. On est dans une très grande salle, mais on est en petit comité. Il n'y a pas de malaise. Là, on peut comme, se comporter comme des humains normaux un peu. Je vais présenter surtout en français. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont... merci beaucoup d'être venus, même si vous y assistez surtout via l'anglais, via l'interprétation. Merci aux personnes interprètes aussi pour leur travail durant tout le sommet. Mais si vous voulez poser des questions en anglais, il n'y a vraiment aucun problème, je répondrai en anglais. Voilà, c'est ça, on peut converser de manière bilingue. Does it work? OK. Show of hands, c'est qui était là à la session juste avant, qui a été animée par Fée? Okay, il y a quelques personnes, d'accord, OK. Donc, il y a quand même une bonne moitié des personnes qui étaient à la session qui vient juste de terminer dans cette salle-ci, qui portaient sur des problématiques un peu similaires. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir des recoupements, des approfondissements aussi de ce qui a été discuté dans la dernière heure. Fait que je suis vraiment contente que ça se suive. Et vous allez peut-être aussi pouvoir en faire un exercice même de traduction, parce qu'il y a des termes, des concepts que vous avez peut-être vus dans la dernière heure qui vont revenir un peu ou qui vont shifter un peu selon vu qu'on est dans une perspective plus francophone. Ce que je vous propose qu'on fasse dans la prochaine heure et quart à peu près, ça va durer une bonne heure, c'est d'abord de vous présenter des initiatives actuelles en territoire dit québécois pour mieux comprendre, mieux confronter et mieux lutter contre la montée de la désinformation sur les enjeux LGBTQ+, surtout les discours menant à la haine et à la violence à l'égard des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Cette exposition des réflexions, des projets qu'on mène surtout au Conseil québécois LGBT, elle pourra ensuite servir de base pour une deuxième partie de l'activité davantage interactive où je vais vous faire un peu travailler ensemble sur vos propres exemples en fait de qu'est-ce qui se passe dans vos territoires, enfin dans vos enjeux locaux un peu pour appliquer des outils que je vais présenter pour vraiment commencer le travail de lutte à la désinformation. Donc, je vais commencer par faire des introductions un peu plus formelles sur l'organisation pour laquelle je travaille, le territoire sur lequel l'organisation œuvre, Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal, et sur le reste du territoire québécois. Jusqu'à à peu près midi, je vais surtout présenter comme qu'est-ce qu'on fait au Conseil québécois LGBT en ce moment, le projet actuel de lutte contre la désinformation et la montée de la haine. À la fin de la présentation, il va y avoir une petite période de questions-réponses. Si vous avez des commentaires, s'il y a des choses que ça vous évoque, des choses qui vous inspirent. Puis ensuite, c'est ça, on va passer troisièmement sur une partie plus de stratégisation en défense de droits collectifs, de la sensibilisation vraiment au contre-discours, en mettant vraiment l'emphase, je vais essayer de mettre l'emphase sur des différentes pièces du casse-tête de qu'est-ce qu'on doit considérer pour choisir des angles, choisir des approches, des cadrages, des publics cibles qui sont pertinents quand vient le temps d'ajuster nos messages, peut-être d'apprendre, comme disait Faye, de nos erreurs des fois, quand on a essayé des stratégies de com qui n'ont pas fonctionné ou autres. Puis on va terminer vers 12h45, on sera bien affamé pour le dîner. Donc voilà. Mais avant de commencer, je voulais surtout prendre le temps de remercier Gabrielle Richard, qui est directrice de la recherche au GRI Montréal, le groupe de recherche et d'intervention sociale, qui est un organisme qui a plusieurs branches à travers le Québec, qui fait de la sensibilisation et de l'intervention directe, surtout dans les écoles, dans les classes, avec des équipes de bénévoles qui sont en première ligne
il voit vraiment comme sur le terrain la recrudescence de discours adverses chez les jeunes et qui fait beaucoup de travail, c'est ça, justement de s'exposer et répondre aux questions des jeunes qui ne sont pas forcément bien informés, etc. C'est avec Gabriel qu'on avait rédigé la proposition de cette activité qui devait être à la base un panel avec notamment Transmorécie Centre du Québec et Trans-Estrie, donc des organismes locaux de défense de droits et d'aide pour les personnes trans en région, donc pas à Montréal, pas à Québec. Pas dans la ville de Québec. Puis en fait, pour des raisons de circonstances et pour des raisons de ressources, il n'y avait que moi qui pouvais venir, fait que j'ai transformé l'activité en un atelier. C'était aussi parce que le colloque du Gris Montréal se passe en ce moment aussi en parallèle du colloque du congrès ici. Il y a un colloque sur les jeunes franco-queer et la montée des discours adverses qui se passe aujourd'hui et demain à Montréal. Donc c'est aussi pour ça que le GRI n'est pas là, parce que le GRI fait son propre colloque. Je crois qu'il y a aussi un lien pour se joindre en ligne à ce colloque si vous voulez assister aux activités de demain. Ça va jusqu'ici? Est-ce que vous m'entendez bien? La sono va bien? Tout va bien? Est-ce que pour l'interprétation, ça se passe bien? Is it okay with the interpretation right now? Yeah? Okay. Just checking. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le Conseil québécois LGBT, dans le fond, c'est un regroupement qui compte aujourd'hui près de 80 organismes LGBTQ+, répartis sur tout le territoire du Québec. Ce sont des organismes qui sont membres du Conseil québécois LGBT, donc c'est un regroupement. Les bureaux du conseil sont situés à Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal, donc le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, qui est la gardienne de ses terres et de ses eaux. C'est aussi un organisme qui va se déplacer dans différentes régions, donc à chaque fois comme sur d'autres territoires non cédés à travers le so-called Québec. Aujourd'hui, le Conseil, au quotidien, cherche vraiment à faire rayonner les initiatives de ses membres. C'est ça le travail, la mission centrale du Conseil, c'est-à-dire de soutenir leur militantisme, leur créativité, leur expertise. Il y a quelques membres ici présentes, le Réseau des lesbiennes du Québec, les Trois Sexes, je ne reconnais pas d'autres visages, mais allô, Émergence, salut. Voilà, et donc ce soutien-là aux membres, ce travail de concertation, de mise en commun dans le respect de la diversité des tactiques, des messages, des couleurs de tous les organismes se fait à travers différents moyens, notamment le congrès annuel ou biannuel du Conseil québécois LGBT, donc qui se passe à chaque fois dans différentes régions. L'année dernière, on a notamment organisé des activités pendant le congrès de formation en littératie juridique, de réseautage, de partage des expériences et des expertises de chacune. On organise aussi des tables de concertation 4 fois par année en ligne où les organismes membres viennent partager et donner leur opinion et parfois même voter sur des enjeux de plaidoyer. Après, nous, on peut faire mieux notre travail, notre autre mandat, qui est d'agir à titre d'interlocuteur privilégié auprès des instances décisionnelles, autant politiques que sociales, donc le gouvernement du Québec, les instances de santé publique, etc. Juste un petit mot sur moi, parce que j'apprécie beaucoup le fait que dans cet espace ici à Vancouver, il y a aussi un exercice fort de se positionner de manière personnelle. Donc même si je ne parle pas en mon nom propre, juste dire que je suis une personne blanche, transsexuelle, queer. I'm a white queer trans person. J'ai immigré de France vers l'Angleterre il y a plus d'une dizaine d'années. Puis ensuite, je suis venu de l'Angleterre vers le Québec pour des études de doctorat. Donc j'ai un doctorat, j'ai un passeport français, etc. Enfin, je trouve ça important quand même de le souligner parce que c'est dans le contexte actuel politique dans lequel on vit, avec la recrudescence de la haine contre les populations migrantes surtout, comme c'est important de se rappeler que c'est pas n'importe quelle population migrante qui sont les plus affectées par les mesures actuelles et bref, voilà. C'est ça que je voulais mentionner. Ça fait donc une dizaine d'années que je milite à travers différentes activités communautaires, notamment les marches trans à Montréal, qui ont contribué à l'accès à la démédicalisation du changement de mention de sexe sur les papiers au Québec. Puis j'ai travaillé pour plusieurs organismes communautaires et unités de recherche universitaires situées au Québec.
Donc bref, je travaille pour le conseil depuis plusieurs années et je voulais juste vous montrer du coup le type d'outils que l'on crée. Vous pouvez consulter ça plus tard aussi si vous voulez, avant d'aller manger ou après. Le conseil en général adopte une perspective de plaidoyer politique un peu on the fence entre la militance et le créneau de la respectabilité politique. Par exemple, on a créé un guide l'an dernier pour les architectes et urbanistes du Québec, pour tout ce qui est inclusion dans les espaces bâtis. Donc juste pour, c'est un exemple de comment est-ce qu'on utilise le langage de certains publics spécialisés, mais qui ont le pouvoir d'affecter les politiques publiques et les espaces symboliques ou même concrets dans nos milieux de vie. Il y a aussi une trousse d'outils pour développer et exercer son influence politique. Donc c'est à l'usage des personnes qui veulent s'adresser à leur municipalité pour changer au niveau local du gouvernement, comme les pratiques de leurs conseillers municipaux, sensibiliser le niveau local de gouvernement. Bon, donc maintenant on commence sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais parler à partir du contexte québécois. Du coup, comme j'ai dit, n'hésitez pas à travers la présentation à faire des liens avec ce que vous voyez, vous, dans votre propre contexte. On a beaucoup parlé de l'Alberta, on a parlé un peu de ce qui se passe aussi ici, à Vancouver et en Colombie-Britannique, dans d'autres présentations. Là, je vais parler davantage d'exemples québécois, mais n'hésitez pas à faire des liens, puis il y aura une période aussi d'échange avant qu'on passe à l'activité plus pratique, encore une fois. Au Québec, depuis les dernières années, on voit se multiplier et s'accélérer le rythme des vagues de panique morale et médiatique, surtout concernant l'accès aux soins de transition. Ce n'est pas une surprise. Mais pas que. Par exemple, il y a eu, vous avez peut-être vu passer sur Radio-Canada, l'émission Enquête a publié il y a eu un épisode sur les transitions express, ce qu'ils ont appelé les transitions express, donc le fait qu'il y aurait un problème dans l'offre de soins de santé trans auprès des jeunes, un problème de rapidité de l'offre de soins, comme quoi le diagnostic et la prescription d'hormones serait trop rapide. C'était un épisode choc contre lequel de nombreux organismes ont porté plainte pour mauvaises pratiques journalistiques. La réponse de la rédaction puis de l'Ombudsman de Radio-Canada a été assez décevante. On ne sait pas encore quels autres chemins on va prendre pour contrer ce genre de discours-là. Mais ça met en valeur ce genre d'exemple, la rapidité avec laquelle on peut faire proliférer de la désinformation et comment, en regard de ça, les discours mieux informés, plus précis, les informations plus complètes prennent la forme de longs articles très détaillés, écrits en tout petit dans des articles de Radio-Can, assez peu accessibles. Donc on a ce genre de vague d'informations à géométrie variable où c'est dur de se dépatouiller et faire en sorte que l'information juste trouve le public cible, le même public cible que ce que l'information choc ou tronquée ou incomplète a pu trouver. Je ne suis pas très clair comment je m'exprime, mais on a aussi, ça a été mentionné ce matin par Céleste, nous avons en ce moment un comité de sages sur l'identité de genre qui a été mis sur pied l'année dernière par le gouvernement, qui découle en fait directement d'une entreprise de désinformation menée par quelques journalistes qui, à la fin de l'été 2023, ont multiplié leurs interventions pour constamment faire diversion par rapport à d'autres enjeux sociaux et économiques, notamment le prix de l'essence, pour toujours venir mentionner et rementionner le problème de l'identité de genre chez les jeunes. Et bref, le jello a pogné et le gouvernement a mis sur pied ce comité de personnes qui ne sont pas expertes des enjeux auxquels font face les personnes trans, ni les personnes de la diversité de genre, qui n'en savaient pas grand-chose, mais dont la mission est de produire un rapport et des recommandations au ministère de la Famille pour statuer sur des changements possibles dans le futur très proche en matière d'accès aux soins de transition, entre autres. Ils doivent aussi statuer sur une myriade d'autres sujets, comme les espaces non mixtes, la mixité ou non-mixité dans des espaces comme les prisons, les toilettes, la mise en application de la loi en matière de reconnaissance de la non-binarité, parce que c'est très récent au Québec qu'on a une mention X maintenant, comme on a aussi parlé Céleste ce matin.
Le mandat du Conseil là-dessus, c'est de collaborer avec le comité de sages dans une optique de veille. Donc on est là un peu pour faire le garde-fou, un peu de garder une oreille sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, essayer de les tirer dans une bonne direction des fois quand il y a comme clairement de la recherche et des données probantes qui ont raté, mettons. Donc c'est ça, c'est un rôle un petit peu complexe qu'on essaye de jouer par rapport à ça, mais là aussi c'est un terrain glissant où se joue vraiment l'enjeu politique de la mésinformation et de la désinformation de personnes qui ont le pouvoir d'affecter nos conditions de vie. On voit aussi des mesures gouvernementales vraiment à géométrie très variable passer à l'Assemblée nationale et d'autres instances décisionnelles. Par exemple, récemment, il y a une motion contre la haine qui inclut la haine anti-LGBTQ+, qui est passée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cela dit, on a aussi eu, il y a quelques mois, enfin maintenant presque un an, une directive du ministère de l'Éducation qui interdit la construction de nouvelles toilettes inclusives ou neutres et qui prescrit en fait les toilettes genrées, qui donc interdit des mesures plus inclusives. Bref, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de quel sujet précis est traité, mais on voit que c'est un peu difficile parfois d'adopter une ligne claire et un ton envers le gouvernement comme plus oppositionnel ou plus encourageant, parce qu'il y a un petit peu de tout. C'est un peu comme un mixed bag là, de ce qui se fait en ce moment au niveau du gouvernement. Dans les discours publics, enfin, dernier exemple, on voit de plus en plus de résistance à l'éducation à la sexualité, à une éducation à la sexualité pleine et entière, complète, à travers le cursus scolaire public, primaire, secondaire notamment. Mais il y a des statistiques rassurantes qui sont sorties là pour la rentrée 2024. Il n'y a eu que 5 demandes de retrait de l'offre de cours sur l'éducation à la sexualité dans les écoles au Québec. C'est vraiment dérisoire par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre vu l'ampleur des manifestations de l'an dernier et de la mise sur pied d'une nouvelle organisation même qui s'appelle Ensemble pour protéger nos enfants, EPNE, qui vise à essayer de faire monter la mayonnaise contre l'éducation sexuelle. Je fais beaucoup de métaphores de bouffe, peut-être que j'ai faim. Mais donc, dans ce contexte, pour le moins hétéroclite, pour le moins inquiétant, on en a parlé à travers tout le sommet, le Conseil québécois LGBT s'est vu financer pour le projet Fausses nouvelles, vrais impacts, des outils d'autodéfense, c'est quoi déjà, le titre est trop long, des outils d'autodéfense face à la désinformation menant à la haine et à la violence envers les personnes LGBTQ+. Hein. C'est financé par le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du gouvernement du Québec, donc le gouvernement provincial, et ça se déroule sur 2 ans. Je vais vous parler un peu plus du coup du travail fait dans le projet dans ce cadre-là après. Mais donc pour commencer le projet, j'ai fait un petit peu une revue de c'est quoi en ce moment au Québec l'écosystème de lutte à la désinformation qui existe. Parce que souvent, de ce que j'ai constaté, quand on met sur place des projets de sensibilisation, d'information sur les réalités LGBTQ+, il y a peu d'alliances qui sont faites avec des organismes qui travaillent en éducation aux médias et à l'information en dehors du milieu LGBTQ+. Et assez peu de trousses de ressources vont être relayées aussi par ces organismes en éducation et aux médias à l'information, en lutte à la désinfo, en dehors de nos milieux. C'est un lien qui n'est pas évident. Il existe de nombreuses campagnes de sensibilisation aux infox, donc aux infos toxiques, à la désinformation, la mésinformation, etc. Il y a le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information qui a produit beaucoup de ressources, notamment sur la désinformation en santé, sur la désinformation liée au Covid, liée à l'environnement, aux enjeux climatiques. Le scientifique en chef du Québec aussi produit du contenu qui parfois va toucher des enjeux de genre. Par exemple, ils ont fait une série de petites capsules sur la masculinité toxique. Donc des fois, ça se rapproche comme d'enjeux qui nous intéressent, d'enjeux de sexe, de genre, de stéréotypes, de sexe et de genre. L'agence Science Presse aussi a fait quelques contenus qui touchent la désinformation en santé. Mais bref, c'est pour dire qu'il y a des choses qui existent, mais il y a peu de ressources produites au Québec par des organismes qui sont en dehors vraiment du circuit communautaire LGBTQ+, qui vont produire du stock pour lutter contre des infos fausses, tronquées, toxiques sur nos réalités.
Ailleurs au Canada, il y a la jeune organisation Science Up First, la science d'abord, qui a été créée dans le cadre de la réponse à la désinformation sur le Covid, qui a étendu son mandat ces dernières années et qui a produit des carousels sur la diversité sexuelle et de genre. C'est intéressant, je vous conseille d'aller checker ce qu'ils font. Puis le Southern Poverty Law Center aux États-Unis aussi a toute une trousse donc de lutte à la désinformation, de fact-checking sur les enjeux de diversité sexuelle et de genre. Donc il y a des choses qui existent. C'est juste que du Québec et produit en français. Il y a, j'ai pas mentionné le travail de l'Institut national de la santé publique du Québec, mais il y a aussi des trousses de ressources qui existent sur leur site et tout. C'est juste que souvent, c'est pas du contenu qui va être automatiquement repris par les organismes communautaires, qui va être utilisé. C'est pas forcément très digeste non plus. C'est beaucoup de vocabulaire comme... Voilà, c'est ça. Donc il y a tous ces enjeux-là qui sont apparus au niveau de la revue de littérature. Puis dernière chose aussi qui n'est pas là-dessus, c'est qu'il existe des pratiques de contre-discours DIY sur les réseaux sociaux, par exemple, qui déconstruisent le travail en cours du comité de sages ou sa logique, qui déconstruisent le rapport Cass en Angleterre, qui le font d'un point de vue situé au Québec ou souvent des influenceurs, influenceuses qui sont situés au Québec. Mais là, du coup, la diffusion dépend beaucoup de leur following, de leur plateforme. Et donc, ce n'est pas nécessairement une diffusion qui est systématique ou qui va rejoindre tous les publics cibles qu'on aimerait rejoindre. Il est déjà midi. My God. Donc, comment est-ce qu'on a décidé de contribuer à cela, d'aborder ces enjeux, nous, le Conseil québécois LGBT, donc tout d'abord par une campagne de sensibilisation sur les effets de la désinformation. Pas forcément une campagne de contre-information, pas une campagne de fact-checking, pas une campagne de LGBT 101. Vraiment une campagne qui s'adresse au contenu qui veut nuire à l'information juste, à l'heure juste. La deuxième phase du projet, ce sera la construction d'une boîte à outils de lutte pour les organismes LGBTQ+, qui œuvrent au Québec. Donc là, ce sera plus, par exemple, des outils en cybersécurité, comment renforcer sa sécurité en ligne quand on fait des campagnes, etc. Comment prendre soin de soi, c'est quoi les ressources existantes quand on fait face à des campagnes de haine ou de harcèlement, de doxing en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler en aval, dans la deuxième phase du projet. Mais là, pour l'instant, c'est ça, c'est une campagne vraiment sur les réseaux sociaux qu'on veut mener. C'est la première réelle campagne que mène le Conseil québécois LGBT en genre 10 ans. Je pense que la dernière campagne at large qu'on a menée, c'était encore via La Poste. Des campagnes il y avait encore j'ai trouvé des timbres dans le garde-robe. Et c'est aussi vraiment différent des actions habituelles de notre regroupement, qui sont plutôt des outils de plaidoyer un peu plus stealth, un peu plus ciblés envers des publics professionnels, experts ou dans des sphères des foyers de pouvoir, là. Donc, rédaction de mémoire pour l'Assemblée nationale, production de guides, répertoire de ressources. J'ai mis aussi des petits, comment ça s'appelle, des marque-pages pour le site web qu'on a créé, qui est un répertoire de toutes les formations offertes sur le territoire québécois en matière de diversité sexuelle et de genre, qui sont surtout offertes par les membres du Conseil. Donc bref, ça, vraiment, on part vraiment loin de ça, là. On va devoir faire coexister notre campagne avec celle des membres. Donc, le développement de la campagne se fait en consultation et avec un mécanisme d'évaluation régulier avec les membres. Donc, j'ai pris le pouls par des focus group auprès des membres qui travaillent sur des projets connexes ou qui s'intéressent à la désinformation ou qui en sont victimes en première ligne dans leurs travaux de sensibilisation, dans les formations qu'ils donnent, dans les écoles qu'ils visitent, etc. Donc, pour vraiment que ce soit pertinent, non seulement à notre public cible, qui n'est pas du tout notre milieu à nous, mais aussi aux gens qui en subissent les conséquences et qui la voient évoluer en live, là. Donc, comme je disais, le public cible du projet est vraiment plus les personnes qu'on pourrait désigner comme des alliés qui restent silencieux, qui ne vont pas parler, des personnes qui ne savent pas trop comment s'exprimer en soutien, qui n'ont pas vraiment les arguments pour répondre à de la désinformation, mais qui aimeraient bien le faire. Donc, en fait, essayer de rendre plus accessible et plus intuitive la réponse à des contenus adverses. Donc, on essaye de s'adresser à un public qui n'est pas spécialisé, qui ne connaît pas forcément le lexique, qui a une grande diversité d'âge, de profils socio-économiques.
qui fréquente les réseaux sociaux, of course, parce que ça va être à travers les réseaux sociaux, mais en tout cas un public qui est extérieur à nos communautés. Donc il y a un travail de l'accessibilité de l'information, à la fois le contenu, le texte, les mots, mais aussi le visuel, l'esthétique, qui doit être fait pour s'assurer de rejoindre ce public cible. C'est écrit un peu petit, je suis désolée. J'ai essayé de faire en sorte que qu'on switch puis que le français soit en plus gros, mais c'était pas possible. Just saying. C'était ma seule pique de la journée, je promets. Donc, les objectifs de la campagne, c'est premièrement, donc, comme je l'ai dit, c'est pas tant d'informer, mais c'est plutôt d'aller influencer, d'aller persuader, pas convaincre, pas argumenter, pas oui mais, non. Aller persuader que les personnes LGBTQ+, et la présence de la diversité sexuelle, des corps sexués et des genres dans nos sociétés, c'est pas une menace ni une entreprise d'endoctrinement. Donc le but, c'est d'aller décrédibiliser. L'objectif principal, c'est de décrédibiliser les paniques médiatiques, les paniques morales sur la diversité sexuelle et de genre et leurs instigatrices en termes comme impersonnels et collectifs. On va s'adresser à des lobbies, des systèmes, enfin on va utiliser des tropes comme de personnes qui nous sont opposés, entre guillemets, mais on ne va pas viser des individus, mener des campagnes de shaming ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le mandat que le Conseil se donne en général et ce ne serait pas stratégique, sachant qu'on est un regroupement de nombreux organismes qui peuvent avoir tout plein d'opinions par rapport à tout plein de personnes représentantes au Québec. Donc, par la bande, on espère pouvoir augmenter la vigilance et l'attention du public envers les effets pernicieux de la désinformation et rendre la défense collective de droits plus sexy, quelque part. Donc, ça aussi, c'est une considération qu'on a par rapport surtout au choix de l'identité visuelle et des plateformes de diffusion de cette campagne. On espère aussi que ça va permettre d'augmenter la fréquentation des réseaux sociaux, à la fois du Conseil, mais aussi des membres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a gardé en tête, qu'il ne faut pas non plus faire l'impasse sur le renforcement et la pérennité de nos propres réseaux à moyen terme. Donc vous voyez là déjà que si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous étiez plus intéressé par des enjeux politiques ou moins directement reliés à la recherche en santé, mais juste pour double down là-dessus, le travail qu'on fait et le travail de lutte à la désinformation en ce moment que je présente n'est pas vraiment dans le domaine de la recherche en santé, et pas vraiment relié, c'est ça, à une optique de prévention comme on verrait en santé publique, et plus de l'ordre d'un travail du discours, de plaidoyer politique. Donc je vous invite aussi à réfléchir à comment est-ce que ça s'articule avec le travail d'autres institutions qui sont plus, qui sont moins censées être moins en lien ou moins directement coude à coude avec des instances de advocacy, de défense de droits. J'ai un peu soif, je suis désolé, je vais prendre une mini-pause. Ok, je vais faire moins de clics de bouche. Donc rapidement, juste pour vous partager quelques constats de la revue de littérature, donc la recherche que j'ai faite en amont du développement de cette campagne et pour pouvoir essayer de maximiser sa pertinence, son efficacité. J'ai essayé d'identifier de faire un peu un grand panorama des facteurs qui accélèrent la diffusion d'informations fausses, partielles ou trompeuses. Donc c'est vraiment une quick overview là, puis c'est vraiment pour vous mettre un peu la puce à l'oreille sur différents aspects du phénomène de la prolifération de la désinformation, parce que des fois on a des angles morts. Donc c'était juste nice de faire une petite liste d'épicerie. Tout d'abord, quand on veut s'attaquer à la désinformation, on s'attaque au fait que les communautés en ligne sont très insulaires, qu'il y a des bulles qui ne communiquent pas forcément entre elles, à la fois pour des raisons de volonté, où on a envie ou pas envie de s'exposer à certaines plateformes. Par exemple, j'ai pas envie d'aller sur Reddit, j'ai pas envie d'aller là, sur Roblox ou whatever, mais aussi de manière non intentionnelle. Donc, algorithmiquement, nos algorithmes sont aussi faits pour nous exposer à certains contenus et pas d'autres, vont établir des profils sur notre consommation des médias et donc nous exposer ou pas à certains contenus. Ce qui renforce cette insularité, ce caractère plus hermétique des communautés en ligne.
Il y a aussi des facteurs individuels et psychosociaux qu'il ne faut pas ignorer. Notamment, les recherches sur la radicalisation violente montrent qu'il y a de plus en plus d'isolement et de désenchantement par rapport au commun et au vivre ensemble, surtout chez les jeunes hommes blancs plus jeunes. Qui mène aussi à une espèce de quête de sens à travers une hybridation idéologique. Donc le fait que c'est plus forcément qu'une personne va se radicaliser vers l'extrême droite. Elle va faire une espèce de soupe avec tout plein d'éléments, de bribes qu'elle voit en ligne, de trucs qu'elle trouve cool. Et on va plus vraiment pouvoir identifier si leur radicalisation violente ou leur haine vient d'une radicalisation de droite ou d'une perte de sens plus large qui est mélangée à tout plein d'intentions qui peuvent être bonnes à la base, là, de radicalisation par rapport aux institutions modernes, mainstream. Il y a aussi des lacunes dans l'éducation aux médias et aux environnements numériques qui ont été très bien identifiées, surtout par Tout ça, c'est j'ai pas mis de références avec des hauteurs dates entre parenthèses parce qu'il y a déjà trop de mots sur cette slide. Mais si vous voulez des références, des articles à lire, des choses comme ça, n'hésitez vraiment pas. Comme je peux vous passer certains pans de ma revue de littérature, là. Donc voilà, donc il y a des lacunes concernant l'éducation aux médias, aux environnements numériques. Il y a des trousses d'outils donc qui existent, comme par exemple que le CQMI a fait, j'en ai parlé tantôt, mais c'est toujours un peu du contenu optionnel. Il n'y a pas de formation obligatoire dans le cursus public en ce moment qui donne des outils d'esprit critique quand vient le temps de naviguer en ligne, surtout sur les réseaux sociaux. Puis les corporations médiatiques ne font pas le travail par elles-mêmes, on le sait. Meta profite profite davantage et fait plus de profit quand des contenus désinformés se propagent que quand du contenu d'information comme est partagé. Donc ce fonctionnement-là, intrinsèquement, et la dérégulation des corporations médiatiques contribue aussi à l'accélération de la désinformation sur nos réalités, entre autres. Comme on a parlé fait tout à l'heure, et aussi un peu Céleste, les mythes sur la diversité sexuelle et de genre, la peur quant à la fréquentation des femmes trans dans les espaces publics, par exemple, tout ça, c'est des choses qui sont instrumentalisées par un agenda conservateur qui, au final, n'est pas vraiment à propos de la diversité sexuelle et de genre. C'est pas vraiment contre nous que ça s'adresse. C'est plus une manière de pousser des programmes politiques conservateurs, autoritaires, voire fascistes. Et bien sûr, il y a aussi à côté de ça des efforts concrets et directs de différents pouvoirs politiques pour restreindre les droits LGBTQ+. C'est juste qu'il y a une différence entre les deux, puis que les deux fonctionnent parfois de concert. Je voulais aussi mentionner que les agendas anti-genre et masculinistes jouent aussi un rôle important et que la recrudescence de la misogynie dans la manosphère, par exemple, contribue à aussi véhiculer des stéréotypes, des sophismes, des mensonges quant aux personnes LGBTQ+, qui a un beau lien là, à aller chercher avec les groupes de femmes, de défense des droits des femmes et les groupes féministes. Pas tous les groupes féministes, mais qu'il y a des ponts à aller bâtir à ce niveau-là. Puis enfin, et ça aussi, on en a parlé plusieurs fois pendant le sommet, le thème sexe-genre est souvent utilisé comme une véritable stratégie de diversion quand vient le temps de ne pas essayer de ne pas aborder de front des enjeux de crise socio-économique comme la crise du logement au Québec, qui est mise non seulement sur les personnes migrantes, mais aussi à cette diversion vers il faut qu'on reparle de l'accès aux toilettes, s'il vous plaît. Hein, on va pas, hein. Voilà, il y a des différentes stratégies. Désolé pour l'interprétation quand je fais des A. C'est parce que je fais de la traduction aussi, donc j'ai comme la petite bête dans la tête qui pense aux personnes qui font de l'interprétation et qui me dit « Ah, désolé ». Donc voilà. Donc tout ce paysage-là, tous ces facteurs-là, ça, quand on les voit comme ça, tous ensemble, j'ai pas mis d'image, désolé, mais comme ça aurait été nice aussi d'avoir une espèce de diagramme de veine et tout, on voit comment est-ce que différents groupes sociaux vont être affectés différemment par la désinformation. Par exemple, les jeunes vont être plus affectés de par la concurrence de certains de ces facteurs. Les personnes dont la première langue n'est pas le français aussi vont être peut-être davantage exposées à des produits de la manosphère qui est surtout anglophone. C'est juste des exemples.
Et donc de là, en faisant un petit peu ce panorama, j'ai essayé de distinguer différentes manières de comprendre la désinformation pour essayer de sortir des discours habituels qu'on mobilise, nous, dans notre milieu. Souvent, ce qu'on va plus mettre de l'avant, quand on comprend, je dis nous, comme le milieu communautaire, LGBTQ+, le milieu du plaidoyer pour nos droits, on répond surtout à des stéréotypes, des mensonges, de la désinfo, comme la sexualisation des enfants, le mythe du grooming, qui sont des discours qui s'attaquent, qui parlent de sécurité, qui parlent de santé, qui parlent de bien-être. Et donc souvent, quand nous, on va récupérer ce genre de discours-là, on va essayer de plutôt dire que non, c'est pas la santé des enfants straight qui est en jeu quand on offre de l'éducation à la sexualité pleine et entière et continue. C'est la santé des jeunes personnes trans, à nuit au bien-être des jeunes LGBTQ+. Non. Ce plan, cet angle de la santé publique est l'angle favorisé davantage dans les campagnes existantes de lutte à la désinfo. C'était-tu clair? Je suis arrivé un petit peu comme ça dans ce point-là, puis je dis ok, c'est bon. Un autre angle qui est plus mobilisé dans le milieu de l'éducation aux médias et à l'information, évidemment, c'est l'angle de la littératie médiatique, comme quoi l'accélération actuellement de la prolifération de contenus de désinformation, d'entreprises, comment dire, la prévalence des croyances mésinformées, disons, comme quoi ce serait dû surtout à un mauvais apprentissage de la réflexion critique, des manquements dans l'instruction publique, donc un enjeu qui vient du fait qu'on interagit avec des sources d'informations de plus en plus diverses sur des plateformes de plus en plus rapides, avec aussi un entrejeu avec l'AI puis les algorithmes qui ne facilitent pas la traçabilité, la citation des sources, le temps d'arrêt pour réfléchir. Par exemple, une des campagnes du CQMI l'année dernière, c'était 30 secondes avant d'y croire. Essayer de faire en sorte que les jeunes prennent 30 secondes. Rien que ça a été un cheval de bataille pour la lutte pour la littératie médiatique des jeunes. Donc ça, c'est un autre angle qu'on peut prendre et qu'on voit moins souvent dans les campagnes de sensibilisation qu'on mène, nous. L'angle de la littératie scientifique aussi est intéressant. Ça, c'est quand on se dit que la désinformation est peut-être un résultat de manquements dans les méthodologies de recherche, d'un déni de certaines méthodes de recherche pour en privilégier d'autres. Par exemple, dans le rapport Cass, dont on parle beaucoup, qui a été publié en Angleterre, il y a un nombre incalculable, je crois que c'est plus d'une centaine d'études qui ont été mises à la poubelle d'entrée de jeu par la personne qui a écrit le rapport parce que la méthodologie ne lui semblait pas bonne ou ne répondait pas à des critères qu'elle avait établis. Et ça, donc le fait d'oublier ça et que les gens prennent l'autorité du rapport Cass sans comprendre ses choix par rapport aux méthodologies de recherche dans sa revue de littérature témoigne d'un manque de littératie scientifique qui augmente la croyance en les recommandations du rapport Cass qui sont à la fin, en bout de ligne, nuisible et pas fondé sur des données probantes, en fait. Enfin, sur toutes les données probantes. Et dans cet axe-là, donc essayer de lutter contre la désinfo, ça pourrait être essayer de montrer cette instrumentalisation de la science, de montrer en quoi il ne faut pas être impressionné par des discours scientistes, du vocabulaire qui nous semble inaccessible. Et donc, ce serait comme développer des outils pour nous aider à aller décrypter l'usage de la science qui est fait, notamment des méthodologies de recherche, d'échantillonnage, etc. Puis enfin, un axe une approche de la désinformation qu'on voit davantage dans le milieu de la lutte à la radicalisation violente et la lutte aux extrémismes religieux et politiques, c'est de comprendre la désinfo comme un vecteur de montée de la haine, où donc bien sûr les personnes LGBTQ+ représentent une figure de la déchéance. Ça rejoint ce mythe de la stérilisation ou du grand remplacement qu'on voit aussi dans des discours racistes, white supremacistes. Le spectre du wokisme tombe complètement dans cet axe-là. Et donc, de cette perspective-là, la montée de la désinformation en matière d'enjeux LGBTQ+, est en convergence complète avec d'autres conspirationnismes, comme les conspirations anti-vaccins, climato-sceptiques, etc.
Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous pitcher par rapport à comment est-ce qu'on peut réfléchir à la désinformation, essayer de démêler un peu la pelote que c'est, parce que des fois on dit désinformation, puis là on ne sait pas par quelle boule prendre. Je ne sais pas si ça vous inspire des choses, si vous avez des réflexions là-dessus, si vous avez appris quelque chose, si c'est quelque chose qui vous surprend. On peut prendre 2 minutes là, avant de passer à l'activité. On n'est pas beaucoup, n'ayez pas peur. Pas dans le micro, ça c'est stressant. OK. Ouais, non, mais pour les interprètes, il faut. Mais merci beaucoup pour la présentation, puis j'apprécie beaucoup la division aussi. C'est vraiment plus clair. Puis ce que je trouve aussi, on a abordé un petit peu tantôt là, la montée du masculinisme toxique. Puis pour les Québécois, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Alpha qui est sorti la semaine passée, qui était là-dessus, justement. Puis c'est juste que je trouve ça difficile parce qu'il y a une grosse partie de ça, tu sais, comme la désinformation contribue, mais ça part quand même d'un sentiment de ne pas être écouté, entendu, participé. Puis on dirait que je ne saurais pas comment retirer ce sentiment-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Genre, j'aimerais ça qu'on puisse comme les faire sentir accueillis, mais en même temps, on a tellement d'autres choses à s'occuper. Genre, nous, on se bat pour notre survie. Fait que comme tes feelings, c'est pas que je m'en foute, mais c'est moins important. Mais si on le fait pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir une barrière, tu sais. C'est ça. Je sais pas où est-ce que je vais aller avec ça, mais voilà. Oui, merci pour ta réflexion. Dans le fond, ça va amener à une des considérations après là, que je vais amener, fait que je vais ressortir ton exemple après. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir un peu à cette présentation-là, à ma foi, tout à fait analytique et philosophique sur la question de la désinformation. Bon, sinon, on va continuer. Là. Il nous reste à peu près 25 minutes. On va se donner le temps quand même. Donc là, le but pour la suite, c'est de se considérer un petit peu, c'est ça, les morceaux du casse-tête, du puzzle, les puzzle pieces, se donner un peu des outils pour faire du sens de nos stratégies, puis vers où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc, je vais passer à travers différents cadrages d'actions contre la désinformation, différents publics cibles, différentes tactiques. Vous pouvez prendre des notes sur du papier ou dans votre tête ou autre chose. Je vais vous donner comme exemple, nous, qu'est-ce qu'on a choisi de faire au conseil. Mais après, le but, ça va être de, en binôme, en groupe ou tout seul, vous prendre 10 minutes pour prendre un exemple de votre contexte local et essayer de l'appliquer, comme essayer d'appliquer cette réflexion sur quelle stratégie, comment adopter une stratégie de lutte. Puis après, on pourra faire un retour en grand groupe, puis partager un peu nos réflexions, qu'est-ce qu'on en a tiré. Donc déjà, comment essayer de sortir de l'optique juste la désinformation, cet énorme monstre, et comment sortir d'un discours qui dit non à la désinformation. Déjà, on peut essayer de déconstruire le terme de ce concept-là. Dans désinformation, après, il y a bien sûr tout un champ de recherche en information science puis en communication qui détaille tout le vocabulaire. Voilà, là, je fais juste du 101, mais c'est vraiment un champ d'études super fascinant. On comprend en général des rumeurs, des bruits qui courent, cette notion qu'on n'a pas forcément la responsabilité ni la capacité de tracer d'où vient le contenu faux ou erroné ou trompeur. Donc c'est vraiment de l'ordre de la rumeur, de l'ordre du bouche à oreille, du brouhaha ambiant, de cette acouphène, ce truc, ces fausses infos qui circulent. Donc bref, ça c'est ce qu'on définit un peu plus en général comme de la mésinformation. On peut aussi préciser désinformation en parlant de mythes et de stéréotypes. Il y a certaines formes de désinformation qui sont directement associables à ce qu'on considère communément comme les stéréotypes de genre, ou qu'on peut relier à certaines idéologies concernant la binarité des sexes ou la différence sexuelle, etc. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut considérer comme des formes de désinformation. Puis on peut aussi considérer les mensonges, les arnaques, les sophismes comme des termes qui désignent mieux certaines formes de désinformation que le terme désinformation. Par exemple, au Québec, il y a eu tout un truc sur TikTok il y a plusieurs mois, comme quoi dans une école, il y a un élève qui s'identifiait comme chat et qui voulait qu'on mette une litière
dans l'école. Bon, mensonge, OK? Comme c'est plus précis que de la désinformation. Ça ne s'est pas passé, la chose. Il n'y a pas eu de demande de mettre une litière dans la classe. Des arnaques, des sophismes. Sophismes, là, c'est aussi un enjeu intéressant par rapport à la littératie médiatique dont je parlais tantôt. Comme des fois, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas comment exactement c'est faux, mais on sait qu'il y a eu un glissement dans la logique, dans l'exposition de l'argument ou de l'histoire de l'article. Donc là, ce serait intéressant de caractériser plutôt les sophismes à l'œuvre. En termes de tactique, donc là on parle plus de ton, de comment est-ce qu'on va s'y prendre pour dénoncer, adresser ça. Dans le milieu de l'éducation aux médias, on voit beaucoup de debunking et de pre-bunking. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ces deux premières stratégies. Quand on parle de debunking, ça c'est plus de l'ordre de ce qu'on appelle le fact-check. On va dire, attendez, donc on prend l'élément faux ou trompeur et on va essayer de le démentir. Par exemple, ce serait moi qui prends un screenshot du TikTok qui parle des litières dans les écoles et qui fait, attends, non, remettre les pendules à l'heure. Les personnes dans l'école, c'est ça qui s'est passé et c'est pas ça qui s'est passé. C'est un peu comme remettre les pendules à l'heure. Cette optique-là s'appelle vraiment plus le debunk. Et puis après, on va expliquer, c'est parce que la personne a cru ça qu'ensuite, elle a publié un TikTok qui disait ça. Donc, on essaye de désamorcer, démanteler la construction du mensonge. Le pre-bunking, c'est plutôt ce qu'on appelle en termes spécialisés l'inoculation. C'est une métaphore médicale qui est utilisée dans le milieu de l'information, des études de l'information. On essaye de défaire en amont de la désinformation potentielle, en outillant notre public cible pour qu'il soit capable de recevoir la désinformation et de tout de suite pas y croire, mettons. Un bon exemple, ce serait de dire, si dans les campagnes contre le tabac, par exemple, si on commence par équiper les jeunes à se dire je vais être exposé à de la pression par les pairs pour me faire fumer, si on équipe les jeunes à avoir conscience de ça, quand la pression va arriver ou quand des fausses déclarations sur le fait que le tabac c'est pas si mal et tout par leurs pairs va arriver, ils seront équipés à répondre et à pas y croire. Mais non, ça c'est plutôt de l'inoculation, comme on équiperait quelqu'un contre un virus en faisant un vaccin. Une autre stratégie est plutôt la réappropriation ou le retournement. Et ça, c'est ce que le Conseil a choisi de faire là pour la campagne sur la désinformation. C'est une stratégie plus queer dans le sens académique du terme. Donc, là, j'ai mis dans le petit encadré, c'est laid parce qu'on est en train de développer l'identité visuelle avec une graphiste à l'externe, donc on n'a pas encore les beaux trucs un peu, voilà. Mais dans le fond, c'est de prendre un concept ou un terme qui est utilisé par nos opposants ou des personnes qui veulent, par exemple, nuire à l'offre de soins en santé trans, et d'utiliser le même concept pour lui faire dire autre chose. Comme on a réapproprié le terme queer pour en faire un badge of honor, puis un signe de fierté dans certaines communautés, pas dans d'autres, alors qu'à la base, c'est une insulte en anglais depuis le 18e, même avant. Donc, par exemple, dans le cadre de la campagne du Conseil, on va resignifier le concept de contagion sociale, qui est utilisé pour parler de... C'est un concept qui a été amené par Littman, une chercheuse qui a interrogé des parents d'enfants trans opposés à la transition de leurs enfants et qui a théorisé, de par ce corpus-là, donc bien sûr ce corpus super biaisé, donc de parents opposés au fait que leurs enfants sont trans, pour dire il y a un phénomène de contagion sociale chez les jeunes, les parents le disent, leurs enfants ont été surexposés à des contenus trans en ligne et donc décident de transitionner. Donc ce concept de contagion sociale qui vient donc d'un processus tout à fait biaisé, qui n'a même pas passé le vetting scientifique, qui a été retiré, sa publication a été retirée, etc. Il a quand même eu beaucoup de retombées, il a été très efficace pour convaincre même certaines personnes en position de pouvoir de freiner ou de stopper l'offre de soins
aux jeunes et l'accompagnement en transition, nous, on propose, dans la campagne, on va essayer d'utiliser contagion sociale en cours pour parler plutôt d'une contagion de la peur. Donc, essayer d'utiliser le même terme, mais pour lui voler sa signification originale, tout en déconstruisant, bien sûr, la signification originale. Il y a aussi des stratégies comme la satire ou le sarcasme. Donc, par exemple, fait parler tantôt de dénonciation, de plainte quand on dit non, ça c'est fasciste. Comme ça, c'est des stratégies qui sont légitimes, qui sont nécessaires, utiles parfois. La satire ou le sarcasme vient se loger un petit peu entre les deux. Donc par exemple, ce serait utiliser le trope de la Karen en ligne pour dénoncer certaines positions sur les personnes trans dans les espaces publics. Voilà, ça fait partie aussi des stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a bien sûr un risk assessment à faire, une estimation des risques et des conséquences, des forces et des faiblesses de chaque stratégie à faire. Puis le choix des stratégies, le choix des cadrages va dépendre de nos publics cibles, va dépendre de qui on essaye de rejoindre, qui on essaye de convaincre, puis où est-ce que ça s'en va après notre contenu à long terme. C'est-tu clair, ça? Est-ce que ça vous inspire un peu? Est-ce que je vois des gens des fois qui sont comme ah non. Ouais. Là, les partenariats dans le cadre de campagnes comme ça sont clés. Le multilinguisme aussi est clé. La campagne du conseil va être bilingue. En fonction du public cible qu'on choisit, c'est hyper important de considérer ces alliances-là. Pour lutter contre la désinformation de manière efficace, donc en essayant de considérer tous ces angles possibles à travers les différents milieux qui luttent contre la désinformation actuellement, c'est important de se doter de regards extérieurs quand on développe des messages. Donc par exemple, là, pour le travail du conseil, on a un comité consultatif très intersectoriel qui regroupe des expertises en prévention de la radicalisation violente, donc la chaire UNESCO Prève, l'Association des bibliothèques publiques du Québec pour tout ce qui est la vision de première ligne en termes parce qu'ils sont confrontés à des demandes de book bans, de censure de livres. On est aussi en contact avec l'Alliance francophone Égide, qui est une alliance internationale des associations LGBTQ+, francophones, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique de l'Ouest. Bref, il y a toutes ces conversations-là, tous ces regards qui doivent entrer en ligne de compte pour s'assurer que le ton est bon, l'angle est bon, le vocabulaire est bon. On essaye aussi de développer des partenariats avec des regroupements pancanadiens. C'est un élément de recherche qui est nécessaire de faire, surtout quand on veut faire des copublications en ligne pour augmenter le reach de certains produits de campagne. Par exemple, Science Up First, qui est membre de l'Association canadienne des sciences, des centres de sciences. C'est un partenaire privilégié en ce moment qu'on essaye de développer pour relayer nos contenus qui touchent à des contenus scientifiques, à des données scientifiques. Puis ça met l'accent sur le défi de mener des consultations, des démarches consultatives en dehors du milieu LGBTQ+, pour s'assurer que nos contenus sont pertinents. Là, avec le projet, on se dit qu'on va peut-être faire un focus group avec nos parents, de leur soumettre en version test des contenus de campagne pour voir c'est quoi leur réaction, sachant qu'on s'adresse à des alliés silencieux ou des personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais pas non plus outillées. On s'est dit, on va faire un envoi à nos parents, puis on va comparer les résultats entre nous. Bref, c'est juste un exemple, une petite idée. Puis enfin, il ne faut pas perdre de vue que tous les champs d'action sont complémentaires, qu'il y a des modes d'intervention individuels ou en petits groupes qui sont... Allô? Est-ce qu'on doit avoir fini? Ah non, encore un quart d'heure, c'est bon, j'avais pas vu l'heure, désolé. Donc, quand on regarde les différents champs d'action possibles, donc c'est ça, il y a de l'intervention individuelle, par exemple, il y a des équipes dans certains centres de services de santé et services sociaux qui viennent en aide aux personnes en cours de radicalisation ou à risque de radicalisation violente et qui peuvent du coup lutter à ce moment-là contre de la mésinformation directement avec des personnes en one-on-one de manière plus confidentielle. Il faut garder en tête que ces personnes, ces professionnels-là, peuvent faire partie du public cible. On peut informer des personnes qui œuvrent auprès de populations indirectement aussi en véhiculant certains messages.
nous, au Conseil, on s'intéresse plutôt, du coup, dans la campagne, à un champ d'action plus discursif, du plaidoyer. On développe des partnerships dans ce sens-là, mais on aurait pu aussi envisager une campagne plus ciblée, par exemple, envoyer des lettres au conseil de presse pour qu'ils renforcent leur veille par rapport au contenu adverse dans les médias, ou alors encore, on aurait pu inciter le conseil de radio, c'est quoi déjà? CRTC? Ah, j'oublie tout le temps l'acronyme. L'équivalent du conseil de presse, mais au niveau canadien, pourrait se doter d'une politique de fact-checking un peu plus serrée. Bref, ça fait aussi partie des recours qui sont possibles contre la désinformation et qui sont plus sur le champ institutionnel. Puis, ce qu'on veut dire par champ d'action algorithmique, c'est essayer de mobiliser davantage le pouvoir des algorithmes pour augmenter notre reach et rejoindre des publics cibles qui ne sont pas dans nos bulles. Donc, par exemple, en sponsorisant des posts, en jouant avec les tags aussi sous nos publications. Le nom de la campagne du Conseil québécois LGBT n'aura pas le terme LGBT dedans, ça va juste s'appeler « Pas vrai ». On va essayer de rejoindre un public qui ne serait pas exposé de par le fonctionnement de la machine avec des mots-clés comme LGBT ou comme queer. Donc, comme prévu, il reste une dizaine de minutes où je vous inviterai à du coup vous poser ces questions qui sont à l'écran, ou bien à deux ou en groupe ou même tout seul. Si vous êtes fatigué et que vous voulez pas le faire, c'est correct aussi. Vous pouvez prendre une photo de la slide parce qu'on s'en va manger bientôt. Puis je comprends tout à fait si vous avez plus de cerveau. C'était une longue matinée. Mais donc, le but, c'est d'essayer de prendre ces exemples-là que je vous ai donnés, ces axes, ces pièces du puzzle, et de jouer un peu aux responsables des relations publiques, même si vous ne l'êtes pas dans votre groupe. C'est ça. Et donc, prenez peut-être un 10 minutes, si vous le voulez, pour discuter entre vous d'exemples locaux dans votre province ou de choses de nouvelles qui circulent beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous feriez, comment vous feriez pour pour renverser la tendance? Qu'est-ce qui a déjà été fait peut-être par vos groupes? Quelles stratégies ont été mises en place? C'est quoi les critiques qui pourraient être apportées à cette stratégie? Puis c'est ça, quel partenariat pourrait être envisagé pour la suite des choses afin de renforcer votre message ou aller plus loin contre cette désinformation-là? Si vous avez aussi des questions, des commentaires, là, je peux les prendre. Ouais. Merci, Loïs. Merci pour tout ça. Ouais, j'ai comme 3 choses qui me viennent en tête, puis on pourrait partir dans des très longues discussions. Fait que je vais essayer de les faire brèves. Je suis toujours en point 3. Je m'en sors pas. La première réflexion qui m'habitait, c'est on parle beaucoup de convergence, puis comment, autant convergence de la désinformation, on parlait de la manosphère, convergence aussi des mouvements réactifs et conservateurs, comment faire une forme de convergence aussi de nos propres luttes sans invisibiliser des réalités. Est-ce que, vu que c'est un phénomène global sur plusieurs fronts, est-ce qu'on peut faire front commun sur cette question-là? Question philosophique. La deuxième, c'est, je pense qu'on voit aussi des mécanismes de désinformation au sein de nos propres communautés qui peuvent être utilisés aussi par la gauche, par des mouvements militants. Comment faire face à cette désinformation-là aussi? Comment se caller out sans nourrir une forme de discours haineux? Comment ne pas utiliser ces stratégies-là aussi entre nous? Puis la troisième chose, c'était comment faire face aux technologies qui deviennent de plus en plus bonnes, puis c'est encore plus difficile de déceler la désinformation à travers, puis là, je pense au deepfake, mais pas juste. Est-ce que le 30 secondes suffit face à une technologie qui est de plus en plus forte vis-à-vis de tout ça et qui diminue la possibilité de comprendre justement que c'est de la désinformation? Je lance des grandes réflexions. Voilà. Merci beaucoup pour tes 3 réflexions. Moi aussi, j'adore penser en 3, même s'il n'y avait aucun point, c'était à mon grand désarroi, il n'y a aucun truc qui marchait en 3 dans cette présentation. Par rapport à ta première réflexion sur comment créer des vraies
comme convergence avec d'autres groupes qui sont aussi victimes de désinformation en ce moment. Là, j'en ai pas parlé directement, mais le plus récent là au Québec en ce moment, c'est le gel de l'immigration permanente découlant d'une stratégie de diversion et de désinformation face, comme quoi les personnes migrantes sont cause de la crise du logement actuel et de la crise économique, de l'accès à l'emploi, etc. Une des stratégies, nous, qu'on met de l'avant, c'est, dans le cadre de la campagne à petite échelle, ça va être beaucoup de copublication. Quasiment tous les produits de campagne vont être copubliés sur Instagram et sur d'autres plateformes avec d'autres, donc par exemple des groupes de femmes, la coalition et du sexe, d'autres organismes avec lesquels on est en partenariat pour automatiquement que la plateforme soit dédoublée, et que les personnes qui sont membres d'autres regroupements aient accès directement à nos arguments, à nos takes. C'est là à petite échelle. À grande échelle, il y a des manières souvent plus interstitielles de bâtir des coalitions. Souvent, ça fonctionne par lien humain de personnes qui font partie de différentes organisations et qui vont circuler entre les milieux et qui vont entretenir des liens, c'est ça, d'affinité. Ça, je voudrais mettre ça de l'avant parce que des fois, les liens d'organisation à organisation se perdent à travers les années. De par des changements de poste, des gens qui partent et donc l'adresse courriel est plus valide ou des trucs comme ça. Donc, il faut se rappeler de l'importance du lien humain dans la convergence des luttes aussi et l'importance de l'affinitaire. Puis, j'ai pas de réponse en fait par rapport je sais pas s'il y a des personnes qui ont des outils de lutte contre le deepfake. Moi non. Mis à part, c'est ça, renforcer les initiatives non pas de déconnexion, mais de prise de recul par rapport aux productions digitales. Et donc, par exemple, le renforcement des activités en ligne ou hors ligne, mais qui sont de l'ordre du face-à-face, de la communication entre êtres humains. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions, commentaires? Ouais, vas-y. C'est vraiment un excellent travail, évidemment, que vous faites actuellement. Moi, mes travaux académiques portent surtout sur la ruralité au Québec, considérant que tous les enjeux de LGBTQIA+, sont souvent montréalo-centrés au Québec. Fait que je voulais juste, c'est plus un commentaire, plus une question, mais comme, amener cette réflexion-là de comme, te nommer des éléments sur comment viser plus spécifiquement certaines communautés, tout ça. Puis, plus j'avance dans mes travaux, puis plus je vois que souvent, les gens, autant en région, plus généralement, mais autant que ceux plus spécifiquement des communautés LGBTQ+, se sentent plus ou moins connectés à ce qui se passe à Montréal. Puis souvent, on n'étend pas assez, je trouve, cette inclusivité-là. Elle est trop généraliste, plus que pas assez spécifique à ce qu'on peut vivre en communauté. Enfin bref, je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent rentrer, mais voilà, je pense que c'est plus une considération importante à avoir dans l'implantation. Parce que plus j'avance aussi, encore une fois, dans mes travaux, puis plus que je vois, c'est vraiment le manque d'exposition là, qui est l'enjeu le plus important là, dans la ruralité au Québec, mais plus que la mécompréhension, en fait, des réalités des communautés. Oui, tout à fait. Oui, c'est souvent un enjeu auquel on fait face au Conseil, sachant que j'ai dit 80 organisations, mais il y en a près de la moitié qui sont basées à Montréal. Donc, veut pas, les réalités des personnes LGBTQ+, en région vont pas être les mêmes. On a un comité des régions. Des fois, il y a des tables de concertation qui se scindent pour que les personnes qui sont dans des organismes basés en région puissent avoir un espace aussi pour se concerter et faire émerger des enjeux particuliers. Mais ouais, c'est un défi de toujours. Et même chose à l'extérieur des milieux LGBTQ+. Là, ouais. Merci pour ta réflexion. Je vois pas d'autres interventions. Je vous remercie. On est à peu près à l'heure en fait, donc peut-être que je vais clore ce workshop, cet atelier. Merci énormément d'avoir participé, d'avoir écouté. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler, que si vous voulez vous prêter au jeu, on a tous un responsable RP qui dort en nous, je pense. Donc n'hésitez vraiment pas à vous adonner à l'exercice. C'est ça.
Merci encore. Puis bon lunch!